situation n'est pas du tout hors de contrôle. Il suffit juste de donner les bons traitements. Et donc, nous n'avons pas à attendre le vaccin comme une espèce de saint Graal. Eh ben, il se trouve que cette année, le plus compétitif dans la dureté, dans l'agressivité, c'est le corona. Il a pris la place de la grippe et on voit que peut-être dans les années, on va réaliser qu'il aura pris dans la saisonnalité la place de la grippe. Il se trouve que ce patient va avoir une PCR positive au Covid, donc il y a un petit paragraphe plus loin, on va mettre cause favorisante, et là on va rajouter infection au Covid. Ce patient-là ne sera pas mort du Covid. Il y a vraiment très très peu de monde aux urgences et en réanimation. Sur les 6 lits, 5 sont inoccupés. Notre objectif premier, il est clair, c'est de pouvoir sortir de cet état d'urgence qui est un état d'exception et qu'on retrouve une séparation et un équilibre des pouvoirs. Bonjour les amis de Réinfo Covid et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Aujourd'hui, c'est assez simple, mon envie de partage, elle est de vous rendre autonome dans votre capacité d'analyser la situation semaine après semaine dans laquelle nous sommes au niveau de cette crise Covid-19. Et vous aurez la possibilité de le faire non seulement au niveau national sur la France, mais aussi au niveau international. Comment je vous invite à le faire? Vous allez sur votre ordinateur, vous tapez dans l'onglet de Google ou de votre moteur de recherche Euromomo, EUROMOMO.EU et vous arrivez sur une page sur laquelle vous cliquez sur Graphs and Maps. Alors, c'est pas grave si c'est en anglais, vous n'aurez pas besoin de comprendre beaucoup plus que ce que je vais vous montrer. Graphs and Maps, vous voyez, vous arrivez sur cette page, et là, vous avez plein de courbes un petit peu compliquées. N'allons pas dans toutes ces courbes, allons tout en bas de la page, et vous arrivez au chapitre Z-Scores by Country. Ces scores vous donnent l'excès de mortalité, année par année, 2017, 2018, 2019 et 2020, toutes causes confondues, et avec un minimum qui est une ligne pointillée en grise et un maximum qui est une ligne pointillée en rouge. Vous êtes en Autriche et vous voyez que l'hiver 2017, avec cette barre verticale grise, correspond donc à janvier et qui a logiquement probablement des grippes, une épidémie de grippe. En 2018, de la même façon, vous avez un petit pic de surmortalité et vous voyez ainsi qu'en 2020, il ne s'est rien passé en Autriche. Il s'est passé quelque chose en Belgique. Vous remarquez qu'en 2020, nous avons le pic épidémique de mars-avril et puis depuis, nous avons comme 2 ricochets, certes de faible amplitude, mais quand même des ricochets. Et ça, j'attire votre attention sur le fait que la Belgique et un petit peu, dans une moindre mesure, l'Espagne ont un profil très différent des autres pays européens. Donc, je n'ai pas d'explication à vous donner, si ce n'est que, visiblement, la situation est curieuse en Belgique. À Chypre, il ne s'est rien passé. Au Danemark, il ne s'est rien passé en 2020, c'est-à-dire pas d'excès de mortalité. En Estonie, pareil. En Finlande, pareil. En France, eh bien, vous le savez, nous avons eu un pic épidémique qu'on voit d'ailleurs, finalement, et qui apparaît au niveau de mars-avril. Depuis, eh bien, vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose, même s'il y a une petite augmentation récente qui est d'une amplitude tout à fait comparable à celle qu'on peut avoir les autres hivers, par exemple, typiquement en 2017. Sauf qu'en 2017, le pic s'est continué parce que c'était véritablement la grippe, tandis que là, on a l'impression qu'il est redescendu. Alors, on peut continuer. L'Allemagne, il ne s'est rien passé. Allemagne, Berlin ou Allemagne SE, vous voyez qu'il ne s'est rien passé. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'excès de mortalité. Or, comme ils testaient beaucoup, on sait que
le virus a beaucoup circulé en Allemagne aussi. Ce qui veut dire que c'est une très bonne nouvelle que je vous donne là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes capables de traiter, l'être humain est capable de traiter et le Covid-19, la situation n'est pas du tout hors de contrôle. Il suffit juste de donner les bons traitements et donc nous n'avons pas à attendre le vaccin comme une espèce de saint graal puisque il y a qu'à regarder ce qui s'est passé en Allemagne et dans beaucoup d'autres pays européens. Vous voyez la Grèce, la Hongrie et l'Irlande avec un pic assez modéré et il ne s'est rien passé depuis. Vous voyez, voilà un petit peu la situation dans laquelle on est et l'avantage c'est que désormais vous n'avez plus besoin de qui que ce soit, de Réinfo Covid ou des médias pour vous faire votre propre impression sur l'état de préoccupation associé probablement au Covid-19 ou à la grippe, puisque, encore une fois, je vous le rappelle, c'est toutes causes confondues. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt. Bonjour à tous, je suis Olivier Soulier, je suis médecin homéopathe depuis 40 ans. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la concurrence entre les virus et de la manière d'imaginer autrement une épidémie. En fait, tous les ans, en hiver, il y a une sorte de compétition entre les virus respiratoires, grippe, etc., qui viennent attaquer les plus fragiles, qui font ce job pas sympa, mais qui fait partie de la vie aussi, d'attaquer les plus faibles. Évidemment, le but de la médecine, c'est de protéger les plus faibles. Il faut avoir conscience aussi que ça fait aussi partie, comme la vie et la mort, du sens de la vie. Et effectivement, avec cette histoire de corona, on n'a créativement pas vu de grippe. Il y en a eu sûrement qui sont passés sous l'aspect grippe, mais une grippe, ça fait entre 5 000 et 20 à 30 000 morts tous les ans. Donc, il se trouve que cette année, le plus compétitif dans la dureté, dans l'agressivité, c'est le corona. Il a pris la place de la grippe et on voit que peut-être dans les années, on va réaliser qu'il aura pris dans la saisonnalité la place de la grippe. Et ça, on ne va pas lutter contre des moulins à vent, on ne va pas vider l'océan avec une petite cuillère. Les marées sont comme ça et il faut les accepter. Protéger, augmenter la défense, augmenter l'immunité naturelle. Et au début de cette épidémie, j'ai beaucoup aimé voir la Suède ne pas confiner. Je me suis dit, on va avoir un autre regard, on va avoir une autre possibilité. Et il se trouve que la Suède aujourd'hui n'a pas de rebond, ne voit pas apparaître de saisonnalité. S'ils ont eu un petit moment un peu plus de morts que nous, mais ils devaient avoir 480 quand on avait 450, aujourd'hui on les a dépassés et ils ont atteint l'immunité collective. Et donc, je pense que c'est un enseignement que l'on devrait voir. Et d'autres pays qui ont moins confiné, comme les Pays-Bas, comme l'Allemagne, ont des bien meilleurs résultats que nous. Donc, si on arrêtait d'avoir peur, si on essayait d'avoir confiance dans la nature, tout en protégeant les plus fragiles, c'est important parce qu'on les aime et on a tous perdu des proches âgés qu'on aimait, tout en se disant oui, mais on en a profité toute notre vie et puis un jour, ils s'en vont. Ça fait aussi partie de la vie. Mais si on arrêtait d'avoir peur et se dire qu'il y a des choses qui font partie de la vie, et qu'il faut accepter sans s'affoler, on verrait peut-être les choses différemment et on réaliserait peut-être qu'au fond, cette immunité collective, on peut l'acquérir assez facilement. Les Suédois nous l'ont montré. Maintenant, c'est clair que si on fait une immunité collective, on ne va plus vendre 7 milliards de vaccins. On va vendre des vaccins pour les gens fragiles et pour certains soignants, etc. Ça, c'est sûr. Mais on ne va pas vendre 7 milliards de vaccins. On ne vendra des vaccins que pour les gens fragiles. Et ça, c'est peut-être un problème. Je suis le docteur Laurent Montesino. Je travaille dans la région parisienne dans 2 hôpitaux, un centre hospitalier général qui est un hôpital public de 400 lits avec une réanimation initiale de 12 lits et un hôpital privé de 150 lits avec une réanimation, une capacité initiale de 12 lits aussi. Et actuellement, dans un des hôpitaux, la réanimation est passée de 12 à 20 lits et dans l'autre, la réanimation est passée de 12 à 14 lits. Et les 3/4 des lits de chaque réanimation ont été réservés pour le Covid.
Dans le dernier quart, on traite les patients standards. Et dans les lits Covid actuellement, justement, il y a généralement toujours 2-3 places de libre chaque jour. On prend 1 à 2 patients par jour. On en sort autant. Il y a la moitié des patients Covid qui sont intubés. Les autres sont sous des systèmes d'oxygénothérapie à haut débit. La situation est sous contrôle. En tout cas ici, en Île-de-France. Et maintenant, on observe que la plupart des gens qui meurent du Covid maintenant sont des gens qui ont plus de 80 ans et beaucoup de comorbidités. Il est vraiment exceptionnel d'avoir des gens de moins de 60 ans qui meurent du Covid. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est infime. Tous les patients porteurs d'une PCR Covid positive ne meurent pas du Covid. Il y a certains qui meurent d'autres pathologies et qui sont testés Covid positifs et qui sont donc considérés comme étant morts du Covid, mais qui ne meurent pas du Covid. Il y a des gens qui sont en bout de course, qui ont une espérance de vie de quelques mois, qui font des pneumonies bactériennes, qui font des insuffisances rénales, des infections urinaires, et qui sont Covid positifs, et qui meurent. Et quand ils sont morts, on les comptabilise comme patients morts du Covid. Mais ces patients-là ne sont pas morts du Covid. Et le problème, c'est que quand on remplit un certificat médical, on est obligé de... Voilà, on va mettre au début les causes immédiates de la mort, on va mettre pneumonie par exemple. Pneumonie. Et après, si c'est un patient qui a une monodéfaillance pulmonaire avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë dû au Covid, on mettra première cause pneumonie, seconde cause infection à Covid. Et là, ce sera une vraie mort du Covid, il n'y aura pas de problème. Mais on peut aussi mettre pneumonie, donc première cause, pneumonie bactérienne en deuxième cause, trouble à la déglutition en troisième cause, accident vasculaire cérébral en quatrième, mais il se trouve que ce patient va avoir une PCR positive au Covid, donc il y a un petit paragraphe plus loin, on va mettre cause favorisante, et là on va rajouter infection au Covid. Ce patient-là ne sera pas mort du Covid, mais il sera comptabilisé comme mort du Covid. Et ça, nous, on n'y peut rien, on est obligé de remplir un certificat, d'énoncer les faits, c'est pas nous qui gérons ça. Dans ce cas-là, dans mon quotidien, je n'arrive pas à trouver l'explication de plus de 500 morts par jour en France. Je ne comprends pas. Il y a vraiment très très peu de monde aux urgences et en réanimation. Sur les 6 lits, 5 sont inoccupés. Le 6e est occupé pour une suspicion de Covid et c'est une personne âgée en fin de vie. Voilà la situation en réanimation et aux urgences. Alors moi je pose la question pour une ville qui draine 100 000 habitants dans une épidémie cataclysmique, annoncée cataclysmique, où la deuxième vague doit produire plus de 400 000 morts. Je ne sais pas où sont passés les malades, quoi. Voilà. Nous, on voit des patients tous les ans qui présentent de l'anosmie. L'anosmie n'est pas du tout un symptôme nouveau pour nous. Elle est le fait de toute infection virale rhinosinusienne qui décape la muqueuse au niveau du toit ethmoïdal et qui décape l'épithélium olfactif. Donc c'est vraiment un symptôme qui est banal. Là, cette année, on n'en voit ni plus ni moins, on n'en voit pas plus que d'habitude. Et les gens globalement ne présentent pas des symptômes liés à cette épidémie en consultation ORL. Bon, bien sûr, ils ont été triés par les urgences lors de la première vague, mais jamais on nous a demandé notre avis concernant ces infections. Salut à tous, moi c'est Aline, j'ai 30 ans, je travaille dans la gestion des ressources en eau en Afrique depuis plusieurs années.
Bonjour, moi c'est Sarah, je suis ouvrière agricole en cours d'installation. Je m'appelle Jeff, j'ai 60 ans, je suis agroéconomiste, je travaille pour une organisation de solidarité internationale française, une ONG. Je m'appelle Amélie, j'ai fait des études d'histoire de l'art et de droit et je fais partie du groupe Les Citoyens en Alerte. Nous sommes un groupe de copains et de collègues qui avons décidé de nous mobiliser au moment de la prolongation de l'état d'urgence. Nous venons de créer le groupe de citoyens en alerte. Moi, je l'appelle notre G5. Notre objectif premier, il est clair, c'est de pouvoir sortir de cet état d'urgence qui est un état d'exception et qu'on retrouve une séparation et un équilibre des pouvoirs. Le pouvoir exécutif est aujourd'hui aux commandes du pouvoir législatif. Parce que dans une démocratie, le pouvoir est au peuple et ce sont nos représentants qui vont en fait agir pour nous, les parlementaires, et ils sont à notre écoute et à la fois ils vont écrire les lois. Et eux, s'ils se dessaisissent de leur pouvoir, on n'est plus vraiment dans un pouvoir donné aux citoyens. Quel contre-pouvoir aujourd'hui ont-ils? Est-ce que notre démocratie est bien une démocratie représentative du peuple? Parce que les lois, les règles, les manières de vivre ensemble sont déterminées par la loi qui est votée par le Parlement. Et là, c'est le gouvernement qui décide de manière assez unilatérale, le Premier ministre ou les préfets, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, et tout ça sur la base d'expertises qui sont discutables, mais qui ne sont pas discutées. Si à un moment donné, une situation d'urgence, qu'il faille réagir vite, je comprends, comme tout le monde, je suis pas idiot. Mais quand ça dure et que c'est mal géré, là, ça va plus, là, faut réagir. Ouais. Donc il faut quand même qu'il y ait une veille citoyenne pour que des mesures liberticides soient enlevées. Alors notre groupe, on se mobilise très clairement, très vite sur 2 exigences. Le respect du fonctionnement démocratique, et en particulier le maintien du rôle de délibération et de contrôle du Parlement. Et deuxièmement, le respect de nos libertés fondamentales. On a laissé des pétitions qui appellent à interpeller les parlementaires. On a fait des courriers aux parlementaires, à tous les parlementaires. Nous commençons à avoir des réponses de parlementaires qui sont positives, qui vont dans le sens démocratique. On a aussi mis toutes ces pétitions ou lettres ouvertes sur un site, sur Mediapart. Et on a également collecté des signatures sur le site Mes Opinions. Et sur la première pétition, on a eu pas mal de soutien et d'appui. On a recueilli pratiquement 20 000 signatures. On a aussi essayé de tisser des liens avec des alliés potentiels, des syndicats, des associations de défense des libertés, des universitaires. On a essayé de porter le sujet dans le débat public pour qu'on puisse enfin poser la question de l'état d'urgence, qu'on puisse poser la question du fonctionnement démocratique de nos institutions. C'est déjà de montrer la voix du citoyen, c'est aussi leur donner un certain poids parce que les parlementaires vont peut-être moins oser défendre la cause du Parlement s'ils ne savent pas que les citoyens sont derrière eux. Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'un autre contre-pouvoir citoyen aujourd'hui pour la bonne santé de nos libertés fondamentales? On cherche ensemble des mécanismes qui existent dans notre démocratie pour les citoyens lambda comme nous, pour faire entendre nos points de vue, partager nos inquiétudes, interpeller, faire des propositions. On essaiera de partager avec vous ce qu'on a appris tout au long de ce processus qui dure depuis plusieurs mois. On essaiera aussi de faire un petit point pour voir où on en est au niveau de ce processus législatif et de cet état d'urgence. Et enfin, on examinera ensemble les défis qui restent à relever pour enfin sortir de cet état d'exception.